bienvenue aux participants. Donc là, nous sommes dans la session Data et IA dans la lutte contre le Covid au Sénégal. Donc nous avons comme speaker M. Mohamed Tidiane Seck de Performance Group et Ousmane Diaye qui est enseignant-chercheur à l'UCAD. Donc je vais leur laisser le soin de mieux se présenter et de commencer la séance. Voilà, merci beaucoup, merci infiniment pour l'assistance. Donc, je vais commencer d'abord par remercier mon ami et collègue Ousmane Diaye de se joindre à moi et ensemble, nous allons vous faire cette présentation. Donc, moi, je m'appelle Tidiane Seck, je suis enseignant-chercheur retraité de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, au département informatique de l'ESP. Et aujourd'hui, je suis plutôt consultant à Performance Group. Mais de façon plus globale, je me définis comme, allez, on va dire comme un indépendant et un passionné du digital. Et pendant toute ma longue carrière, je n'ai fait que ça. Et donc, c'est vraiment avec bonheur que je viens partager ces quelques moments avec vous pour vous dire ce que nous avons fait dans cette lutte et que nous continuons à faire dans le cadre de Dan Covid-19 que j'expliquerai tout à l'heure. Ousmane, tu as la parole. Merci, M. Seck. Donc, je me rejoins à vous déjà pour me présenter. Je suis enseignant-chercheur à l'UCAD, donc spécialisé dans... Donc, je suis jeune même enseignant-chercheur, donc spécialisé dans le domaine de la cryptographie post-quantique et de la sécurité informatique. Voilà, donc je m'inspire de vous. Donc, j'essaie de suivre vos pas, donc de me donner pour la communauté. Et puis voilà, donc merci. Je vous redonne la parole. Voilà, merci beaucoup Ousmane. Donc, je ne peux pas commencer sans remercier Bamtou pour des tas de raisons. Je crois que c'est un exemple qui est donné, de nous donner la possibilité justement d'approfondir nos connaissances sur le terrain, par la pratique, par ces mécanismes d'échange. Compte tenu du temps qui nous est imparti, on aura peut-être d'autres occasions pour dire ce que nous pensons de tout cela. Pour entrer dans le vif du sujet, après avoir remercié donc, ceux qui ont pris de leur temps pour venir participer donc à cette session, vous êtes 19 déjà, nous vous remercions de votre présence. Dan Covid-19 est un mouvement qui a été, pour dire les choses vraies, initié par Bamtou, ce n'est pas par hasard, repris par Optic, qui est donc l'organisation des professionnels de l'informatique au Sénégal, qui regroupe un nombre relativement important d'entreprises du TIC. Optic a repris l'idée et l'a ouvert aussi bien du côté de l'État que du côté des autres acteurs de l'écosystème, à savoir les acteurs universitaires, que ce soit également les acteurs de la société civile. D'ailleurs, moi-même, je me compte parmi plus ces acteurs de la société civile que les représentants de Performance Group. Et donc, nous nous sommes regroupés dans une démarche, on va dire, d'abord citoyenne, totalement gratuite, pour contribuer à la lutte par le biais du digital, en appui essentiellement au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Pour faire ça, nous avons mis en place tout un dispositif avec des sites web, vous voyez, avec des hashtags. Vraiment, nous avons fait le maximum pour communiquer autour de cela. Alors, nous avons un site que vous pouvez aller regarder, www.dancovid19.sn, pour voir plus en profondeur ce que nous avons eu à faire. De manière spécifique dans le domaine de la data, et c'est ça l'objet de notre rencontre, nous avons d'abord commencé par nous organiser avec une structuration extrêmement précise. Cette organisation a été faite de la manière suivante. Au départ,
nous avons rencontré, en compagnie du ministère en charge de l'économie numérique, nous avons rencontré les autorités du ministère de la Santé et nous leur avons demandé d'exprimer leurs besoins. Là, on est en mi-mars, vers le 15 mars de cette année. C'était vraiment au tout début de la pandémie. Les choses étaient relativement chaotiques dans l'organisation. Nous avons donc, à partir de là, recueilli l'ensemble des besoins et c'est à l'analyse, après avoir analysé ces besoins, que nous avons créé cette structure qui semble complexe, mais qui traduit simplement les préoccupations d'alors du ministère de la Santé et de l'Action sociale. On a mis en place un comité de pilotage, nous avons mis en place une charte d'éthique pour voir comment on va intervenir. On a mis en place un comité technique que j'ai eu l'honneur de diriger. Et donc, ce comité technique a structuré autour donc, de ces 6 sous-comités. Et dans chaque sous-comité, nous avons donc une série de groupes de travail. Alors, il y a des sous-comités qui semblent anecdotiques, mais qui ont joué un rôle mais absolument majeur. Notamment la sous-commission communication, qui a fait un travail absolument colossal. La commission solutions digitales, où on a reçu plus d'une centaine de solutions qui avaient toutes pour but de contribuer à la lutte. Nous les avons classifiées, nous les avons regardées et nous avons essayé de voir quelles solutions pouvaient jouer un rôle dans la lutte. Et à ce moment-là, nous avons brandé ces solutions au nom de Dan Covid pour éviter que même les entreprises qui ont fourni ces solutions apparaissent. Et il n'y a que Dan Covid qui apparaissait pour tout le monde. Et c'est ça la magie qui s'est opérée. J'ai 3 flèches ici. On a la commission analyse, suivi et recherche, notamment dans les aspects prédictifs et analyse suivi. Cette sous-commission, ce sous-comité et ces groupes de travail ont beaucoup travaillé sur les données. Ailleurs où on a travaillé sur les données, c'est la gestion, pilotage, aide à la décision. Vous comprenez bien que, effectivement, c'est l'exploitation de l'ensemble de ces données qui ont constitué un besoin d'analyse et d'aide à la décision pour comprendre comment la pandémie était en train d'évoluer. Il y a enfin une 3e flèche sur la partie juridique, puisque nous avons été confrontés à énormément de problématiques liées à la protection des données à caractère personnel. J'y reviendrai. Voilà donc un peu dans cette première slide, comment nous nous sommes organisés et dans quel sous-domaine, dans quelles sous-activités nous avons été confrontés à des masses importantes de données. Alors, à ce niveau-là, sur les données et les traitements qui sont associés à ces données, il faut dire que c'est une contribution essentielle dans la compréhension de la pandémie. Et pour cela, nous avons trois points à pointer. Le premier point, c'est le ciblage des personnes à tester. Lors de la pandémie, comme vous le savez, le Sénégal ne disposait pas de suffisamment de moyens, jusqu'à présent, de suffisamment de moyens pour faire des tests grandeur nature, comme on l'a vu dans des pays comme la Corée du Sud, par exemple, où ils faisaient des centaines de milliers de tests par jour. Ici, hein, on a plafonné autour de 1000-1200 tests par jour. Au début, c'était même 300 et 400. Donc, le problème, c'est comment cibler les personnes à tester pour optimiser nos moyens. Alors, il y a deux choses qui ont été tentées. D'abord, on a essayé d'utiliser les données des opérateurs. Je dois dire d'ailleurs que ce travail-là n'a pas été jusqu'au bout pour des raisons que j'indiquerai tout à l'heure.
Les données des opérateurs, imaginez que si nous prenons tous les opérateurs, on a à peu près 8 millions de numéros de téléphone. Sur chaque numéro de téléphone, si on le met dans une matrice carrée avec en ligne tous les numéros et en colonne tous les numéros, à chaque fois que deux personnes se sont appelées ou se sont envoyées un SMS, on peut imaginer qu'il y a eu une sorte de contact virtuel ou physique. Mais on ne sait pas. On va dire que c'est une sorte de contact. Et on met 1 à ce point. Et 0 quand deux numéros de téléphone ne se sont jamais contactés. En traitant cette très grande matrice, on arrive à définir pour chaque numéro, en sommant les 1 qui sont apparus, on peut définir, on va dire, un niveau de risque. Et donc, il serait possible, si on avait eu la possibilité de mettre en place cette énorme matrice, on aurait eu la possibilité de calculer pour chaque Sénégalais le niveau de risque et chaque jour, on pourrait sortir le nombre de Sénégalais les plus à risque qu'il faut tester. Pourquoi cette affaire-là n'a pas été jusqu'au bout? Parce que simplement, on n'avait pas à disposition sur le territoire un outil permettant de traiter une matrice 8 millions fois 8 millions. Sur les données de géolocalisation de l'application mobile, là également, on avait des algorithmes d'estimation des niveaux de risque. Mon collègue y reviendra tout à l'heure. Dans la gestion, deuxième point, gestion des cas contacts et communautaires, là également, les données d'opérateurs sont de données massives. Il y a énormément de données parce que l'idée, c'est que pour chaque jour, on va voir, lorsque une personne est déclarée positive, on va regarder dans les données télécom sur les 12 derniers jours avant sa contamination, mais quelles sont toutes les personnes que cette personne a dû contacter, soit par téléphone, soit par SMS, de manière à trouver son réseau relationnel. Là également, comme vous l'imaginez, c'est une quantité importante de données, mais au moins sur ce point-là, les opérateurs de télécommunications, en particulier l'opérateur Orange, Sonatel, a pu, en collaboration avec le ministère, fournir des données. Ensuite, il y a la géolocalisation par les données de l'application mobile, utilisant, comme vous le savez, donc, les coordonnées GPS ou le Bluetooth. Là aussi, c'est des données très massives, mais faiblement corrélées, avec une très bonne précision, puisqu'on a réussi à avoir, avec le Bluetooth, la notion de contact métrique, c'est-à-dire à 1 mètre près. Enfin, sur les données des cas positifs et des malades hospitalisés, nous avons déployé des applications avec des bases de données locales logées à la DIE et des applications de suivi des traitements installés dans les CTE. Les CTE, c'est les points chauds, c'est les centres de traitement des malades. Là également, on avait des applications et le suivi au quotidien de chaque malade avec toutes ces constantes, tous ces traitements étaient faits, sont faits, continuent à être faits, et toutes ces données existent et sont logées à la DIE. Donc, sur ce premier slide, ce que je voulais montrer, c'est qu'on a eu énormément d'endroits où notre action a permis de rencontrer des données de taille très importante. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme première conclusion? Sur la partie analyse suivi, nous avons proposé au ministère de la Santé l'anonymisation de toutes les données des opérateurs parce que dès le départ, nous avons été confrontés à des problématiques de données à caractère personnel. Donc, nous avons, avec nos amis universitaires, proposé toute une série d'algorithmes d'anonymisation et ça a permis en réalité de convaincre les médecins de la faisabilité de nos propositions. Je vais revenir après sur cette notion de bataille qu'on a dû mener pour convaincre les autorités pour qu'ils puissent accepter les propositions que nous leur avons faites. Ensuite, nous avons utilisé des outils de traitement et de visualisation des réseaux relationnels
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en récupérant les données des opérateurs de télécom, on a pu, effectivement, en utilisant des outils, des outils informatiques, construire les réseaux relationnels. Et ça a réellement permis, tous les jours, de réduire le nombre de faux cas communautaires. Parce que le problème, c'est que souvent, si on fonctionne par des méthodes manuelles, c'est par des interrogations physiques que les médecins devaient mener auprès de chaque malade pour lui demander qui tu as contacté, où tu es allé, etc. On voit bien que quelquefois les malades, ils sont tellement inquiets qu'ils ont autre chose à faire que de fournir des informations. Donc il fallait donc faire ça avec les données de télécom, mais du coup, le nombre de cas communautaires était très important. Par contre, après, en utilisant ces données, il y a beaucoup de cas dits communautaires qui ont été transformés en cas contact, tout simplement parce qu'on savait très très bien quel contact leur a transmis le virus. Donc ça, c'est vraiment, cette première partie a été un grand succès, mais comme vous le voyez, il a fallu utiliser des outils pour convaincre les médecins qui n'ont pas la compétence informatique et qui ne sont pas suffisamment, je dirais, y préparés pour accepter ce type de traitement, surtout venu de l'extérieur. Sur la partie recherche prédictive, les universitaires ont mis en place des réseaux de neurones, des arbres décisionnels et du machine learning, avec des algorithmes qui ont été préparés, testés. Mais je dois dire que là, on a eu un échec. Pourquoi? Parce que le ministère de la Santé a eu un blocage complet. Tout le monde s'y est mis au plus haut niveau, mais le ministère de la Santé n'a jamais voulu fournir aux chercheurs sénégalais les données nécessaires, même anonymisées, pour faire le traitement. Ça, c'était vraiment un échec du pays, je crois, globalement, un échec du Sénégal dans la gestion de la pandémie. Puisqu'on ne peut pas avoir des chercheurs et ne pas compter sur eux. Sur l'application mobile, c'est pareil. Nous avons développé une application mobile, je peux vous dire très clairement, qui est au moins 2 ou 3 fois plus utile que l'application qui a été développée, par exemple, en France. Ça n'a aucune espèce de... Ça a été fait entièrement ici par des Sénégalais. Nous avons travaillé pour obtenir l'autorisation de la commission des données à caractère personnel, ce qui a été fait. Et au moment de lancer l'application, le ministère de la Santé s'est bloqué parce qu'ils avaient peur d'un rejet par les populations. C'est un débat qu'on peut continuer à avoir, mais c'est dommage qu'on ait fait cette application. Le ministère a eu peur de l'utiliser parce qu'il pensait qu'on va fliquer les Sénégalais, etc., etc. Bon, il faut dire qu'il y a aussi beaucoup de débats autour de ces questions. Voilà, donc ce que je voulais dire en préambule, l'objectif c'était de vous montrer où étaient les données massives, comment on a tenté de les traiter, quels ont été les succès, quels ont été les échecs. Maintenant, je vais passer la parole à Ousmane pour avancer. Ousmane. Merci, M. Seck, pour la présentation. Donc là, comme il a si bien dit, hein, donc, nous avons, au-delà de tout ce qu'il a expliqué, nous avions donc décidé de développer donc, toute la communauté, de développer une application mobile, centralisée, enfin une plateforme, je dirais même, centralisée et décentralisée, en même temps pour le traçage, le tracking donc, des personnes qui ont décidé de le faire au respect des lois et règlements du Sénégal. Donc, une version centralisée orientée GPS, donc, qui était la version 1, qui devait permettre de faire le traçage de contacts, l'historique de déplacement des personnes, de faire le calcul de niveau de risque d'une manière assez précise, donc de faire du géofencing pour les cas qui seront confinés à la maison, de pouvoir les contrôler, de voir est-ce qu'ils sont sortis des zones qui ont été consignées sur une période donnée, peut-être pendant la période d'incubation ou autre. Donc, de faire aussi du self-reporting, donc des gens qui ont des symptômes, etc., de pouvoir se déclarer ou bien déclarer d'autres personnes. Aussi de recevoir des notifications quand, par exemple, une personne a été en contact avec d'autres personnes
avant que les tests lui soient en tout cas effectués, qu'on puisse lui dire de se mettre en quatorzaine, etc., des choses comme ça. Et aussi, lorsqu'on entre dans une zone dangereuse, qu'on puisse recevoir une notification automatique qui nous donne la situation de la zone et aussi qui nous rappelle les mesures barrières à respecter lorsqu'on y sort aussi, etc. Donc, des notifications sur le téléphone mobile. Et aussi, la plateforme nous donne aussi la situation, comme on l'appelle encore, épidémique du Sénégal, les données des différentes zones, quartiers, communes, départements et régions, donc la prévalence sur des cartes. Maintenant, à la version 2, donc ce qui est développé, c'est tout simplement l'intégration du Bluetooth. Comme on sait que c'est une application où vraiment vous êtes libre de partager vos données et de ne pas les partager d'une manière vraiment sûre. Donc, en protégeant en tout cas votre identité, il est possible maintenant si vous n'êtes pas d'accord de partager en mode centralisé, mais d'utiliser le Bluetooth qui pourrait être utile dans des zones fermées où le GPS présenterait ses limites. Parce que comme vous le savez, quand on fait du GPS dans des immeubles, etc., souvent on n'a pas les données d'altitude, donc on a du mal à caractériser les contacts. Et donc là, le Bluetooth peut supporter. Donc les deux, en fait, l'un n'est pas en tout cas meilleur que l'autre. En tout cas, les deux pourront servir et sur pas mal de use cases qui sont présentés ici. Mais l'utilisateur aura toujours la possibilité de choisir ou de ne pas choisir telle, en tout cas, technologie embarquée. Oui, je sais que... Voilà, donc, comme il l'a dit, hein, il y a beaucoup d'entreprises qui ont participé, des bénévoles aussi, qui ont participé à l'initiative dans le Covid. Et précisément maintenant, dans la plateforme dans le Covid, on a eu ces entreprises-là dans l'ordre alphabétique, l'ADIE, Atos, BAMTOU, Gaindé 2000, Geometica, GCIE, ministère de la Santé, ministère de l'Enseignement supérieur, Performance Group, Optique et YUX. Et je tiens à signaler que les entreprises comme Atos et BAMTOU, quand même, ont fourni beaucoup de ressources qui nous ont permis vraiment de sortir des sentiers battus. Hein. Et puis les universités, UCAD, UGB, UADB aussi. Et juste pour vous dire, en fait, à un moment donné, en fait, c'est du jamais vu. Hein. Moi, c'était la première fois que je vis une expérience pareille. C'est les développeurs, hein, les ressembler à des cliquets pèlerins. Hein. C'est des pushs interminables à n'importe quelle heure de la journée, comme de nuit. Donc, et l'architecture était basée sur, voilà, était basée sur pas mal de technologies. À savoir, donc, nous avons voulu déjà offrir aux clients une application mobile. Donc, à gauche ici, vous voyez l'application mobile qui est développée sur Ionic, qui devait attaquer maintenant un back-end en mode containerisé dans le futur, bien sûr. Mais là, pour l'instant, c'est juste un microservice qu'on a, mais c'est ça qui a été prévu. Donc, pour des besoins de rapidité, et voilà, donc par rapport à ce que nous faisions, donc déjà avec le temps, donc il fallait offrir une solution rapidement. Donc, donc notre vision, c'est de partir sur cette architecture-là. Donc, on a un back-end développé sur Node.js et demain, pourquoi pas aller sur d'autres technos pour d'autres services. Et en haut, nous avons donc le monitoring du back-end, essentiellement sur du ELK, Elasticsearch, Logstash et Kibana. Et maintenant, pour le ministère de la Santé, nous lui offrons donc un back-office sur Angular qui attaque le back-end, donc pour avoir l'état en tout cas de l'état des lieux des choses, et accroché à cela donc un tableau de bord développé, en fait, réalisé avec Tableau. Maintenant, comme vous le savez, les données GPS que nous avons donc, sont envoyées pour une bonne précision à chaque 5 minutes. Donc là, il nous faut un broker, donc une solution full cloud. Et là, ça passe par Kinesis et sur du Firehose pour déverser donc, aujourd'hui essentiellement sur du Elasticsearch comme moteur de recherche, des contacts, donc des coordonnées GPS des personnes.
Et maintenant, pour l'autre partie, à savoir donc, les données opérationnelles, donc on utilise du Postgre, voilà, donc qui passe sur voilà, donc les données qui passent sur Postgre depuis le backend. Voilà, donc c'est, voilà, en gros, c'est ça notre architecture. Et voilà, donc en fait, on était confronté surtout donc, à une volumétrie de données. Donc imaginez 5 minutes, à chaque 5 minutes, des données GPS qui sont remontées. Si on se fixe comme objectif d'atteindre 3,5 millions d'utilisateurs, cela ferait 11 666 événements par seconde, déjà 1 milliard d'événements par jour. Dès que, maintenant, un événement, donc c'est 1 kilo en stockage, donc qui nous fait 1 Tera par jour, et avec une rotation maintenant comment on l'appelle encore, d'un mois, on se retrouve donc avec 31 Tera par mois. Voilà, donc les données maintenant que nous allons utiliser sont, comme je l'ai dit tantôt, sont indexées sur Elasticsearch avec un facteur 3 de réplication. Donc, on aura besoin de 93 Tera donc, par mois de données. Et donc, les charges qu'on a préconisées ne devront pas dépasser 256 gigas. Donc, c'est des instances où les données donc, sont à travers lesquelles les données sont répliquées. Donc, on ne peut pas, en tout cas pour des mesures de performance, il ne faudrait pas qu'on dépasse là. Donc, ça veut dire que les données seront segmentées et voilà, donc partagées sur les différentes instances. Maintenant, donc, ce qui fait un besoin de 50 instances Elasticsearch et pour chaque instance, donc 64 gigas de RAM. Donc là, on voit nettement un besoin, en tout cas accru, en termes de ressources de stockage de données et de traitement. Maintenant, voilà, donc maintenant, donc, juste quelques exemples, hein, donc pour aller vite. Pour les données GPS, essentiellement qui sont stockées sur Elasticsearch, nous avions besoin donc d'effectuer des requêtes spatio-temporelles parce que quand la notion de contact est définie dans l'espace et dans le temps. Donc, si moi, je me présente quelque part et que dans une boutique, par exemple, et une autre personne se présente là-bas le lendemain ou voilà, quelque chose comme ça, on ne va pas définir cela comme un contact. Bien sûr que les coordonnées GPS ont été, donc la distance peut-être, ça a été inférieur même à 1 mètre. Donc, il faudrait qu'il y ait aussi une distance temporelle, comme quoi que ces deux personnes ont été là-bas au même endroit, mais en même temps. Et donc, la recherche de contact, comme on le sait, hein, avec une période d'incubation de 14 jours, ça ferait 4032 points GPS d'une personne, peut-être qu'il serait positive et il fallait chercher les personnes avec qui il a été en contact. Et pour chacun de ces 4032 points-là, il faut chercher donc tous les autres points qui ont été pris au même moment donc, et au même endroit. Donc, sur un rayon donc, fixé de 2 mètres ou de 1 mètre, ça dépend de ce que les autorités du ministère de la Santé vont prendre. Et aussi essentiellement pour un calcul de risque aussi assez précis. Donc, on a besoin donc, de faire appel à ces requêtes-là. Donc, on a des algorithmes qui ont été implémentés, proposés, donc, qui ont besoin d'accéder à ces informations de contact et de données donc, épidémiques de la zone. Et donc, du coup, c'était vraiment pas facile parce que lorsqu'on a un moteur de recherche, la recherche se fait donc, suivant des patterns, des critères de recherche. Et ici, en input pour la recherche de contact, nous avons juste le numéro de téléphone de la personne et donc date début et date fin, donc les 14 jours. Hein. Donc, et donc, du coup, comment il faut faire pour s'en sortir? Si on se met à lancer cette requête-là sur Elasticsearch, il faudrait donc, d'une manière naïve, à récupérer les points et pour chaque point, exécuter des requêtes. Mais ça, c'est fait infaisable. Ça, vous le faites, vous passez une journée pour avoir des contacts. Donc, il faut trouver un moyen de faire des requêtes sur Elasticsearch avec des patterns qui sont donnés et pour avoir donc des résultats assez pertinents. Et donc, des solutions
qui ont été proposées, c'est de faire du multi-index. Donc, ne pas stocker toutes les données dans un même index. Pourquoi? Parce qu'on veut des requêtes plus rapides, on aura moins de données sur lesquelles il faut chercher. Donc, mais la précision risque d'être faible due à la mobilité des gens. Parce que si on fait des index spatio-temporels, après, il faudrait donc sinon faire passer à travers tous les index. Donc, ça revient au problème du uni-index où les requêtes vont être très, très lentes, mais avec une bonne précision quand même. Bien sûr, avec une pagination qui sera faite sur les requêtes aussi, pour les connaisseurs de la recherche, je pense ils le savent. Et donc, nous avons préconisé comme solution de commencer par un seul index, afin maintenant de prospecter, donc, et maximum 2 allers-retours. Ça veut dire quoi? Ce qu'on a implémenté, c'est que lorsqu'on lance la requête sur Elasticsearch, il nous donne les différents points. Bon, bien sûr, avec un système de pagination. Et que maintenant, au lieu de lancer point par point les recherches sur Elasticsearch, on va en fait écrire une requête avec les différentes clauses sur les points. Donc, ça fait 2 allers-retours, en fait. Donc, ça veut dire que toute la requête sera encore réécrite pour tous les points. Ça fait un fichier, donc une boucle à écrire, à coder, donc qui nous permet d'avoir un fichier assez volumineux et qui ne peut pas dépasser, donc, pour l'instance qu'on avait, donc, 1024 critères. Donc, on était obligé de fixer, donc, la taille de la pagination à 1024 points et qui nous permet, donc, d'avoir un résultat assez acceptable. Maintenant, pour optimiser cela donc, dans le futur, donc, ce qui a été préconisé, c'est de passer sur du multi-index avec, pour les points, surtout pour tenir, et pour les points mobiles, donc, de les prospecter. Donc, ici, j'ai dit pour les moins mobiles, donc les gens qui sont, peut-être leur mobilité ne dépasse pas une zone bien localisée, une région ou bien un département. Maintenant, les gens qui sont souvent des voyageurs, etc., donc, cela, il faudrait aussi encore les indexer et lorsqu'on doit faire la recherche dessus, de savoir que pour ces personnes-là, il faut chercher pratiquement sur d'autres index auxquels voilà, donc, ils ont l'habitude de fréquenter. Voilà. Maintenant, comme résultat qu'on a obtenu souvent quand on fait des recherches de contact, on a ici à droite, à gauche, vous voyez ici une agrégation des points de contact. Donc, les keys, c'est les numéros de téléphone. Donc, je le signale, les numéros de téléphone. Non, excusez-moi, c'est les ID. Hein, c'est les ID. Donc, c'est UID, en fait, sur la plateforme Postgre. Maintenant, n'oubliez pas, enfin, j'ai oublié de le dire, les numéros de téléphone ne seront pas visibles. C'est des numéros de téléphone qui sont chiffrés, donc cryptés, donc pour protéger l'anonymat et donc l'identité de la personne. Et ici, donc, lorsqu'on fait les requêtes, on s'appuie sur des agrégations qui nous permettent, par exemple, ici en premier, là où on a 29, ça veut dire que les deux personnes sont rencontrées 29 fois. Donc, ça voudrait dire tout simplement que ça permet de calculer le temps moyen de contact aussi, parce qu'il faudrait le multiplier en moyenne par 5 minutes. Donc, etc. Pour le deuxième, c'est un autre contact, troisième contact, etc. Donc, ça permet au côté back-office de pouvoir avoir ces données-là. Et donc, si la personne a, comment on l'appelle encore, l'habilitation de connaître l'identité de la personne, ça sera déchiffré automatiquement et il pourra avoir les numéros de téléphone et de pouvoir les appeler. Donc, pour passer au diapo suivant, pour aller vite. OK, voilà, merci. Voilà, donc juste une idée, quelques écrans de l'application mobile. Donc ici, vous avez donc la possibilité donc de voir les informations journalières, les gestes barrières aussi, et on a intégré aussi la langue Wolof. Donc si vous ne savez pas lire, vous cliquez dessus et bon, je n'ai pas montré ces écrans-là, mais ils vous donnent les informations en Wolof pour les mesures barrières. L'autosignalement donc pour voilà des personnes qui ont des symptômes, etc. La cartographie des cas positifs. Du Sénégal, que vous voyez sur l'écran qui est totalement à droite. Donc, il y a aussi le système de QR code qui est utilisé pour, par exemple, lorsqu'on doit entrer dans une zone où on doit regarder les gens de provenance, les zones qu'ils ont fréquentées, etc., et c'est des personnes à risque et autres. Donc, on peut, bien sûr, sous leur approbation, de pouvoir scanner leur QR code et de pouvoir donc avoir l'historique de déplacement, donc ce qui est au milieu, donc des zones fréquentées et aussi les durées. Et maintenant, c'est protégé aussi par mot de passe.
je ne l'ai pas montré ici parce qu'une personne mal intentionnée peut essayer d'accéder. Donc, imaginez une femme qui veut accéder à l'historique de déplacement de son mari. Donc, ouais, ça peut être très sensible. Et donc, du coup, c'est protégé par mot de passe. Maintenant, juste pour signaler aussi, les informations journalières aussi sont données en chiffres et en même temps en Wolof aussi. Donc, d'une manière dynamique, les données qui sont données par le ministère, donc de par un système qu'on a mis en place, donc pour faire du web scrapping, ce qui nous a permis de récupérer les données, parce qu'on a du mal vraiment à récupérer des données. Donc, on passe par des systèmes qui nous permettent donc d'avoir ces données-là. Et donc, du coup, ici, lorsqu'on a des données qui sont écrites en truc, donc ça, ceux qui sont des illettrés, des analphabètes aussi, ils peuvent juste écouter en Wolof les chiffres du jour. Ou bien, comment on l'appelle encore, les chiffres globaux ou bien du monde aussi. Voilà, donc on peut passer au slide suivant. Je sais. OK, voilà. Donc ça, c'est la partie back-office. Donc, vous voyez bien les identifiants. Ici, là, on a montré. Voilà, donc si vous regardez à droite, on a la liste, par exemple, des autosignalements à droite. Et les numéros de téléphone, vous voyez, c'est crypté et il faut avoir les droits pour y avoir accès. Voilà, donc c'est ça qui est utilisé. Et même les recherches, donc on peut rechercher même des contacts sans connaître ces personnes-là. Et l'historique de déplacement d'une personne, une fois que l'identité a été dévoilée aussi, on peut le faire. Et là, on met le numéro de téléphone, on peut mettre aussi un ID et ça marche bien. Et aussi, tout à fait à droite, à gauche, c'est le géofencing avec les notifications. Donc, si une personne, par exemple ici en rouge, c'est la zone qui a été assignée à la personne, mais donc tous les points qui sont mis en dehors de cette zone-là, c'est des points de sortie. Donc, cette personne n'avait pas respecté donc, les consignes qu'on lui avait données. Il ne devait pas sortir donc, de la zone consignée. Et là, aujourd'hui, comme vous le savez, hein, il y a des personnes qui sont confinées à la maison parce qu'à un moment donné, ils étaient, je ne sais pas jusqu'à présent, mais à un moment donné, ils étaient vraiment débordés et on ne pouvait pas traiter tout le monde dans les centres. Donc, du coup, on avait donc proposé ce feature-là qui leur permettrait de faire du géofencing. OK, je sais qu'on peut avancer. Voilà, donc au-delà maintenant de l'aspect tracking, donc ici j'ai fait exprès de ne pas présenter donc, le Bluetooth, bon, juste pour des contraintes de temps. Maintenant, pour au-delà maintenant de cela, nous avions proposé aussi une modélisation de la mathématique de la propagation de l'épidémie et notamment essayer de prédire donc, le nombre de lits à prévoir pour une prise en charge des cas simples. Donc, pour le nombre de lits aussi, pour le nombre, donc ici il y a une petite erreur, donc c'est d'unités de soins intensifs. OK, et donc souvent c'est pour les cas graves et le nombre de respirateurs dont on a besoin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, l'État avait demandé au ministère, en tout cas ceux qui gèrent, ceux qui sont dans les équipes donc, qui gèrent le riposte ou je ne sais pas comment on les appelle. Maintenant, voilà. Il nous reste 6 minutes. Hein. Ouais, 6 minutes, voilà. Donc, on leur avait demandé à un moment donné de faire le budget de la prise en charge, donc certaines prévisions. Mais ils avaient du mal, ça a pris énormément de temps. Et donc, ici aussi, de savoir, donc, dans la modélisation mathématique, l'impact des mesures de distanciation sociale, est-ce que ces mesures ont été respectées et où est-ce qu'on en est par rapport à la réalité des choses, etc. Donc, et aussi de pouvoir prédire le pic, etc. Donc, ici, le mode, donc je vais aller très vite. Donc, ici, nous avions proposé un modèle SIR, donc les susceptibles, les infectés et les personnes guéries ou décédées. Donc, ici, donc, à chaque instant, il y a des personnes qui quittent ce comportement. Donc, ce qu'on appelle la modélisation comportementale, hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc, ici, bêta, c'est le taux de transmissibilité de l'épidémie. I fois S, c'est le nombre le nombre de contacts entre les infectés et les personnes susceptibles. Donc, ça dépend du temps. Et donc, ici, ce qu'on a proposé, c'est que, en réalité, déjà, ce qui se passe au Sénégal, c'est que les cas qui sont officiellement connus ne sont pas exhaustifs, en fait. Voilà, donc c'est juste une partie visible de l'iceberg.
Donc là, il y a ce qu'on appelle la part de marché hospitalier. Donc, surtout dans les pays africains, c'est très développé. Cette valeur-là est très grande. Donc, il faut estimer pour pouvoir trouver donc, les personnes qui sont connues des hôpitaux. Et ces personnes-là, parmi eux, elles, il y a ce qu'on appelle les asymptomatiques, les personnes qui sont en ventilation, les personnes hospitalisées simplement et avec des symptômes voilà, donc, assez pas graves, et aussi les personnes qui sont en soins intensifs. Et donc, avec cela, il est possible maintenant de quantifier par rapport à ce qu'on appelle length of stay, la durée qu'on passe comment on appelle, la durée de séjour au niveau des soins. Ça permet donc de quantifier donc, le besoin. C'est comme le calcul en jour-homme quand on fait donc, une cotation pour une application, donc, qui permet donc de calculer donc, le nombre de jours hommes d'occupation des différents dispositifs et qui permettra donc d'évaluer donc le budget global de la chose. Et donc pour la modélisation au niveau de la première, lorsqu'on avait la première vague, on avait modélisé cela, on avait des valeurs quand même assez bonnes. Donc en orange, vous avez les valeurs prédites. Donc en tenant compte aussi de la distanciation sociale, de la fermeture des mosquées, etc. Donc, et aussi en bleu, vous avez les données réelles, donc les données officielles des personnes donc, ici qui sont hospitalisées, voilà, donc qu'on a décrit ici. Et donc, le pic ici, c'était vraiment un petit pic qu'on avait, c'était au mois de juin. Et juste une semaine avant, on avait pris les mesures de réouverture des marchés, etc. Donc, du coup, après une semaine, 2 semaines, ça va commencer à reprendre donc, une nouvelle vague. Donc, merci. M. Seck, je vous passe la parole. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, c'est toujours un peu long que prévu. Donc, juste pour tirer les leçons, hein, les leçons que nous devons tirer de tout cela, je crois que vous avez tous compris tout ce qu'on a pu faire au sein de Dan Covid et au sein du milieu universitaire et le peu qui a été réellement utilisé sur le terrain par le ministère. Donc, mais ça c'est connu, hein, je veux dire, il y a toujours un décalage entre ce qu'on est capable de faire et ce qu'on fait réellement. Première leçon, c'est que nous devons désormais compter sur nous-mêmes et développer une réflexion autonome sur la vision que nous voulons pour notre pays dans les prochaines décennies. Parce que tant qu'on n'a pas cette vision, on ne peut pas anticiper les problématiques et le jour au moment où elles se posent, on a des difficultés à prendre des décisions. Le secteur privé du digital doit construire avec les pouvoirs publics et les universités une alliance stratégique pour prendre en charge notre destin en main. Tous les pays aujourd'hui se replient sur eux-mêmes pour régler leurs problèmes. On ne peut compter sur personne. Il faut que nous comptions sur nous-mêmes. Pour cela, nous devons mettre de la science dans tous nos processus décisionnels. Au Sénégal, c'est très clair. On prend des décisions et il n'y a pas de données. Alors, on peut se poser la question sur quoi toutes ces décisions qui sont prises, sur quoi ces décisions sont-elles basées. Nous devons cultiver la confiance entre nous et valoriser les compétences que nous avons parce qu'il y en a dans le pays et dans la diaspora pour construire un avenir de confiance. Et par-dessus tout, nous devons préserver nos valeurs au lieu de copier les valeurs des autres. C'est vraiment les enseignements pour nous et les leçons que nous avons apprises donc, de cette pandémie. Nous nous excusons d'avoir été un peu long. En tout cas, je remercie tout le monde de votre présence. Merci. Merci à vous. Merci pour cette présentation et ce retour d'expérience. Merci aussi à Dan Covid pour le travail fait. Donc, nous allons prendre juste 5 minutes pour répondre aux questions. Donc, il y a une question de Mohamed Sey qui demande quelle solution avez-vous proposé pour remonter les données sur les zones reculées avec une couverture de réseau très faible. Donc, juste un rappel, vous pouvez poser vos questions sur le Q&R. Là, les animateurs, les conférenciers, ils pourront le voir directement. Donc, la première question, c'est, allez-y.
Quelle solution avez-vous proposé pour remonter les données sur les zones reculées avec une couverture de réseau très faible? Oui, alors, nous nous sommes basés essentiellement sur les données des télécommunications, hein. Donc, euh, ce sont les BTS en réalité, c'est les CDR, hein, pour ceux qui connaissent les télécoms, hein. Ce sont les CDR, les logs des télécoms qui nous permettent de remonter les informations venant des usagers à travers leur téléphone. Bon, je peux peut-être, je pense aussi si sa question va dans le sens de l'application dans le Covid, Oui. là aussi, c'est des données GPS qui sont récupérées. Maintenant, pour les zones reculées, là où il n'y a pas Internet, donc à défaut, c'est le Bluetooth qui sera donc la meilleure solution dans des zones fermées, etc. Donc, qui est en mode décentralisé. Donc, je ne suis pas entré dans les détails. Donc, et c'est de la sécurité by design. Donc, et là, donc les données sont stockées au niveau des téléphones et que le jour où la personne sera déclarée positive, elle aura la possibilité de partager ces données-là. Donc, c'est là où vraiment il aura besoin d'avoir accès à Internet. Donc, pour des zones isolées, etc. Prochaine question. Donc, une question de Fatou J. Sur le modèle épidémiologique, pourquoi vous êtes basé sur le modèle SIR au lieu du modèle SIRS? OK, donc merci pour la question. Donc là, en fait, en réalité, c'est vrai que y en a qui, en fait, c'est clair hein, que le SARS-CoV-2 n'est pas immunisante, n'est pas immunisante, mais aujourd'hui, on a du mal à quantifier le taux de personnes qui deviennent, une fois guéries, après susceptibles. Donc, maintenant, donc, ça veut dire quoi? Le taux est très, très faible et qu'on a négligé tout simplement dans le modèle. Voilà, donc c'est juste ça. Mais bon, maintenant, c'est des cas très, très isolés de personnes qui sont ensuite, après, infectées. Maintenant, est-ce que c'est les tests qui ont attesté que c'était négatif? Est-ce que ces tests-là n'étaient pas des faux négatifs aussi? Donc, il y a beaucoup de questions qu'on pourrait se poser, mais c'est juste qu'on a négligé parce que, voilà, il n'y a pas assez de données là-dessus. Merci. Je voudrais ajouter sur ce point, d'ailleurs, aujourd'hui en France, avec le nombre très important de tests qu'ils font, la question également est posée sur disons, le lien entre la positivité qui est déclarée et la véritable contagiosité de ces personnes. Donc, de ce côté-là, il y a beaucoup d'inconnus. Merci à vous. Donc, une dernière question de Ibrahim Bahoum. Parmi toutes ces solutions préconisées, quelles sont celles appliquées réellement sur le terrain? Alors, les solutions qui sont appliquées réellement sur le terrain sont nombreuses, hein. D'ailleurs, la première solution qui a été proposée, ça a été la gestion de l'alerte. Aujourd'hui, avec les systèmes qui ont été mis en place, lorsque vous appelez le 1919, donc il y a un système informatisé complet qui permet de récupérer les données d'alerte, les mettre dans des formulaires informatisés. Ces formulaires sont disponibles automatiquement en arrière-plan à des médecins qui les évaluent et qui appellent les personnes pour leur proposer les tests ou les rassurer. Ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons déployé dans les centres de traitement des logiciels pour prendre en charge toute la gestion hospitalière qui était tout à fait spécifique. Donc, on a pris des logiciels qui ont été réadaptés. Je vous ai dit également tout le traitement des cas contacts avec les opérateurs de télécom et la visualisation des réseaux de contacts pour nous permettre, disons, de réduire ce qu'on appelait les cas communautaires. Il y a également toute une série de tableaux de bord qui ont été faits. Il y a une application qui a été développée totalement en Wolof qui est disponible dans ce qu'on appelle dans les districts sanitaires pour permettre aux médecins de suivre les personnes malades à domicile avec des numéros
spéciaux. Et enfin, vous avez maintenant, lorsque les personnes se déplacent vers des familles qui ne peuvent pas sortir de chez elles, à ce moment-là, maintenant, ils ont des tablettes dans lesquelles ils récupèrent directement les données qui sont stockées en base pour être traitées. Là où on n'a pas pu faire des choses, c'est justement tous ces algorithmes épidémiologiques qui ont été mis en place par les chercheurs pour lesquels ils n'ont pas pu avoir les données à temps pour qu'elles soient utilisées dans les décisions. Et enfin, l'application, je l'ai dit, l'application dans COVID-19 qu'on vient de vous décrire, qui est vraiment une application extraordinaire. Malheureusement, la frilosité politique, j'allais dire ça, fait qu'on n'a pas pu l'utiliser parce que bon, c'est des applications qui nécessitent l'accord de l'État pour être utilisées. Donc, on a une autre question qui vient d'arriver de Tanor. Il demande, étant donné l'aspect critique des données, a-t-on été en mesure de stocker toutes ces données dans l'espace national? Oui, oui, absolument. Lorsqu'on a discuté avec la commission des données à caractère personnel, on a scindé les données purement médicales et les données qui ne l'étaient pas forcément et qui, de toute façon, étaient trop volumineuses pour qu'on ne puisse pas les stocker au Sénégal. Donc, toutes les données purement médicales sont stockées à l'ADI. Mais on a obtenu de la CDP de mettre les données géolocalisées à l'extérieur pour une raison toute simple, c'est que aucun data center au Sénégal n'était capable de nous fournir l'infrastructure liée à l'architecture qu'on vous a décrite et pour stocker les données en question. Donc, bon, voilà, par défaut, hein, compte tenu qu'on l'a stocké dans des pays sûrs quand même, donc l'autorisation a été officiellement donnée. Mais là, la leçon à tirer, c'est que aujourd'hui, par exemple, nous avons un calculateur, un supercalculateur, on ne peut pas l'utiliser parce que les conditions minimales ne sont pas en place en termes d'électricité, en termes de sécurité pour pouvoir l'utiliser. On a beaucoup de problèmes dans notre pays, il va falloir qu'on les résolve. Donc, on a deux autres questions. On va répondre à ces deux questions et s'en arrêter là. Pour le reste, vous pouvez nous contacter sur l'adresse contact@bamtou.com. On pourra contacter M. Seck et M. Ndiaye. Donc, l'avant-dernière question, comment gérer le partage des données entre solutions pour éviter la redondance et submerger les agents de santé? Ousmane, Bon, vas-y. voilà, donc en fait, c'est transparent pour eux déjà. Hein. Nous avons le back-end qui se charge donc de l'agrégation des données. Eux, ils ne peuvent pas savoir quelles sont les données qui sont stockées par-ci et par-là. Donc aujourd'hui, le back-end est client donc des bases de données ou bien des moteurs de recherche. Et donc pour lancer des requêtes et puis les récupérer pour les présenter aux agents sanitaires. Donc, ils n'auront que des écrans parce que c'est des gens qui ne sont pas techniques et ils ont le tableau de bord aussi. Okay. Merci Ousmane. Donc, à quel point avez-vous eu le support du ministère? Oui, alors là, je vais répondre à cette question. Moi, je vais être honnête. Hein. Nous avons eu un support très faible de la part du ministère de la Santé. Nous avons eu un support très fort de la part du ministère de l'économie numérique et d'autres acteurs purement privés qui ont même mis à la poche, disons la main à la poche pour, par exemple, quelquefois acheter des petits équipements dont on avait besoin pour les mettre dans les CTE, de l'encre, des imprimantes, des choses comme ça. Le ministère de la Santé a été vraiment, malheureusement, peu présente du point de vue de l'appui à ce niveau-là. Bon, mais ceci étant dit, des agents du ministère de la Santé avec lesquels nous avons travaillé, en particulier le docteur Dia, en particulier le docteur Boli Diop,
qui travaillaient notamment sur les cas contacts. À travers Madame Fall, l'informaticienne du ministère, c'est des gens extraordinaires et on a eu un travail fabuleux avec eux, y compris tous les médecins des districts. Mais du point de vue de l'institution, malheureusement, on n'a pas eu le soutien escompté, mais vous l'avez vu. Mais on pourrait peut-être comprendre qu'ils étaient extrêmement surchargés et que, bon, voilà, ils devaient faire peut-être un certain nombre de choix. C'est ces choix-là qu'ils ont fait. Allez, une toute dernière, Monsieur Ndiaye. Une question de Ibrahim Fall. Il veut savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait dans le chiffrement homomorphique? Ok, merci. Voilà, donc, oui, effectivement, à l'UCAD, quand même, on a une bonne expérience sur la cryptographie. Maintenant, il y a eu quelques travaux, surtout en master, des étudiants sur le chiffrement homomorphe. Donc, surtout, hein, c'est vraiment un chiffrement dont on a besoin pour le cloud pour faire des calculs sur les données chiffrées. Maintenant, à l'heure où nous sommes, on n'a pas encore une solution optimale. Nous, les solutions que nous avons, ça s'adapte bien pour l'addition, mais pour la multiplication, donc sur les chiffrés, ça sort de l'espace. Donc, des chiffrés, on a du mal à... Donc, en tout cas, on est toujours dans la recherche, mais il n'y a pas encore une solution qui règle d'un seul coup tout. Soit il y a ce qu'on appelle des fautes dans le déchiffrement pour certains systèmes, soit vraiment on a une opération, mais on a l'autre opération. Donc, du coup, on a du mal à avoir les deux. Mais quand même, il y a des gens qui travaillent dessus, hein, pour vous signaler. Et par rapport à la question même de tout à l'heure aussi, il faudrait peut-être signaler aussi l'apport de Bamtou. Donc, en termes d'infrastructure, donc Bamtou vraiment nous a beaucoup aidé. Donc, sur les infrastructures qu'on a utilisées de end-to-end, hein, vraiment sur les différentes instances. Vraiment, merci encore, chapeau. Voilà, merci. Ok, vraiment, merci. Peut-être le mot de la fin, si vous voulez. D'abord, merci à tous ces participants. J'espère qu'on vous a fourni des informations utiles. Pour moi, le plus important, c'est les leçons qu'on doit tirer de tout cela. Compter sur nous-mêmes, être résilient. Nous avons avoir énormément d'espoir pour la jeunesse de ce pays qui a les capacités et les potentialités de prendre en charge le destin du Sénégal. Voilà, je vous remercie en tout cas à tous et remercie Bamtou pour nous avoir donné l'occasion, Ousmane et moi, de partager ces petits moments avec vous. Merci à vous, merci à tous nos participants. On se donne rendez-vous dans l'après-midi pour les autres sessions du Think Data Day. Merci à tous. Merci. Merci. Ciao. Ciao. Merci.